Hello, 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 hello! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un autre preview pour ce qui est de la saison 2023-2024. Mon son fonctionne bien parfait. Pour ce qui est des Stars de Dallas. Les Stars de Dallas, c'est une organisation qui a été, à mon sens, vraiment très surprenante l'année passée. Donc, en fait, c'est que on a fait un changement d'entraîneur. Je ne sais pas à quel point c'est ça qui a eu un impact, mais en tout cas, l'organisation est passée quand même là, du 18e rang dans la Ligue, du 19e rang dans la Ligue nationale au 8e rang dans la Ligue nationale. Donc l'année passée, on a embauché l'entraîneur vétéran Peter DeBoer, puis cette organisation-là est devenue complète. À peu près tous les niveaux, c'est une équipe qu'on voit comme étant balancée. C'est une organisation qui est capable de compter beaucoup de buts, qui est capable de jouer bien défensivement, qui a un gardien de but très solide. C'est une organisation qui est balancée au niveau vétéran, au niveau jeune. Alors il y a beaucoup d'éléments qui sont des éléments positifs pour ce qui est de l'avenir du côté des Stars de Dallas. Puis honnêtement, on en a surpris non seulement plusieurs en saison régulière, mais même en séries éliminatoires. Puisque on a eu un push en fin de saison du côté des Stars. Là. Honnêtement, ça n'a pas nécessairement été toute la saison qu'on a été dominant, mais la fin de saison, c'est un enfant comme 16 victoires, 8 défaites là, ou quelque chose en même. Ça l'a bien été en fin de saison, ce qui nous a permis de monter encore plus haut et de rentrer en séries éliminatoires. Par la suite, on rentre en séries éliminatoires et on affronte en première ronde le Wild du Minnesota. On réussit à sortir le Wild en 6 matchs. Par la suite, en deuxième ronde, on affronte les très surprenants Kraken de Seattle, une organisation qui a de la profondeur. Et cette fois-ci, on étire ça en 7 matchs. On se rend jusqu'en finale de conférence de l'Ouest où on affronte les éventuels champions de la Coupe Stanley, les Golden Knights de Vegas. Et là, on a eu chaud, on a eu chaud. On perdait 0-3 la série lorsqu'on s'est finalement réveillé du côté de Dallas. On a remporté 2 matchs et on s'est fait laver à domicile 6-0 pour mettre fin à notre parcours en séries éliminatoires. Du côté des Stars de Dallas, on a accompli de très belles choses et surtout, il y a des joueurs très intéressants qui sont à suivre du côté de Dallas parce qu'il y a des jeunes qui se démarquent. Il y a une recrue qui a bien fait, mais il y a des jeunes qui se démarquent du côté des Stars. Alors, au niveau du directeur général, on revient avec Jim Nall. Au niveau de l'entraîneur-chef, Peter DeBoer, comme j'ai mentionné, c'était sa première saison à la barre des Stars de Dallas et ça l'a bien été. En termes de victoires, on a un total de 47 victoires, 21 défaites, 14 défaites en prolongation pour 108 points, ce qui nous a permis de terminer au 4e rang de la conférence de l'Ouest et au 8e rang de la Ligue nationale. Fait que ça a très bien été au niveau des performances pour ce qui est des Stars de Dallas, surtout en fin de saison. Donc on est rentré en confiance en série puis on s'est rendu jusqu'en demi-finale. Une moyenne de buts marquée de 3,43, ce qui représente la 7e meilleure attaque de la Ligue nationale. Une moyenne de buts encaissée de 2,62, ce qui représente quand même la 3e meilleure défensive de la Ligue nationale. Un avantage numérique à 25%, ce qui représente le 5e meilleur avantage numérique, et un désavantage à 83,5%, c'est le 3e meilleur des avantages numériques de la Ligue. Alors défensivement, c'est une des meilleures défensives de la Ligue, incluant évidemment le gardien de but qui est en feu. Bon. Alors, les Stars de Dallas, c'est quand même une belle soupe où le tout est bien mélangé et qui donne un bon tout. Mais on se le cachera pas, il y a des joueurs qui se démarquent plus que d'autres. Et on va penser, entre autres, à un certain jeune joueur qui s'appelle Jason Robertson. Jason Robertson, là, qui a connu une explosion fulgurante. Si je ne fais pas erreur, je pense que c'est une trentaine de points de plus que l'année passée qu'il a fait. 46 buts l'année passée pour ce qui est de Jason Robertson. Je vous laisse deviner, hein, by the way, meilleure saison en carrière pour les buts, les assists et les points pour Robertson. 109 points en termes de production offensive. Mais la première ligne de cette organisation-là, elle est quelque chose. Il y a une balance entre jeunesse et expérience et ça produit depuis quelques saisons. C'est fou. Alors, Jason Robertson, le meilleur en termes de points pour ce qui est du côté des Stars de Dallas. Et on a eu également une révélation. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait et finalement, il a explosé. Je parle ici du défenseur Miro Heiskanen. 73 points en 79 matchs pour ce qui est de Heiskanen et plus 12 en termes de différentiel, plus-moins. Lui, dans son cas, il a doublé sa production offensive. Fait que, honnêtement, on a vraiment explosé du côté de Miro Heiskanen. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que ça devient ton général à la défensive, tout simplement. Sinon, une mention honorable à Joe Pavelski, le joueur vétéran de 39 ans, 77 points en 82 matchs. Une saison de fou pour ce qui est de Joe Pavelski. Plus 42 en termes de différentiel, plus moins. C'est le meilleur de l'équipe d'ailleurs. C'est assez solide, merci. Jason Robertson en séries éliminatoires, hey, 19 points en 18 matchs. On va parler de Ints aussi, les séries éliminatoires. C'était assez intéressant. Au niveau des espoirs, ici, je vous invite sur le alacoupe.ca, un texte signé par notre chroniqueur Anthony Saint-Amand. Les espoirs les plus proches d'atteindre
atteindre la LNH chez les Stars de Dallas. Et là, j'insiste sur espoir et non recrue. Parce qu'on parle bel et bien ici des joueurs qui sont des jeunes joueurs qui vont peut-être devenir réguliers LNH. Et on commence le tout avec le défenseur Thomas Harley, un défenseur de 22 ans, choix de première ronde en 2019. Il a évolué majoritairement dans la Ligue américaine l'année passée pour ce qui est de Harley. C'est 34 points en 66 matchs au niveau de la Ligue américaine. Il a joué un total de 6 matchs avec les Stars de Dallas et un gros 2 points l'année passée dans la LNH. Sinon, c'est sa troisième saison professionnelle. Il a joué à peu près une quarantaine de matchs dans la LNH jusqu'à date. D'où pourquoi ce n'est pas une recrue, mais à 22 ans, il n'est pas encore établi comme défenseur dans la Ligue. C'est normal là, pour un défenseur de 22 ans. Dans le cas de Thomas Harley, on parle d'un défenseur qui est un défenseur mobile, qui aime bien le jeu physique et qui est bon à la relance. Sinon, vous avez également les espoirs Logan Stankoven, un joueur de centre de 20 ans, choix de deuxième ronde en 2021, et le Québécois Maverick Bourque, un centre de 21 ans, choix de première ronde en 2020. Pour plus de détails sur ces espoirs-là, eh bien, le texte de Anthony Saint-Amand est disponible sur le alacoupe.ca, les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH chez les Stars. Sinon aussi, pour la toute première fois cette année, on a le dossier pré-saison LNH de À la Coupe qui est disponible en première édition, qui est disponible en téléchargement gratuit. Alors vous avez le survol des 32 organisations ainsi que les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH pour toutes les organisations. Maintenant, on va y aller avec la projection d'un alignement, c'est-à-dire un alignement qui est basé entre autres sur l'utilisation l'année passée, comment les gars étaient utilisés ensemble, mais aussi tout simplement ce qui pourrait être intéressant. Donc je m'amuse un peu avec la projection d'alignement. Évidemment, pour ce qui est de la première ligne, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Là. Je veux dire, la première ligne, elle est coulée dans le béton. C'est Robertson, Ince et Pavelski. Ça fait quelques années du côté de Dallas que ces trois-là font vraiment la pluie et le beau temps. Fait que si jamais vous avez la chance de regarder des matchs des Stars, je sais qu'ils jouent tard, mais il reste quand même, au pire aller quand il vient dans l'Est, ça vaut la peine de regarder parce que vous avez Robertson, Ince qui sont quand même spectaculaires. Robertson, c'est un gros joueur avec un bon coup de patin, un méchant bon tir. Vous avez Heiskanen qui est un coup de patin très fluide. C'est un joueur quand même à bon gabarit, mais il bouge bien, il distribue bien. Très intéressant à la défensive. Et le certain Jake Ottinger, là, ou Ottinger, là, peu importe comment tu le prononces, c'est un méchant bon gardien qui est beau à voir aller. Je sais qu'on a le Québécois Devin Levi là, qui va intéresser beaucoup de gens du côté de Buffalo, mais en tout cas, Jake Ottinger, c'est un gardien de but que je qualifie d'établi. Malgré son jeune âge, là, il est établi dans la LNH. C'est un méchant bon gardien. Mais l'équipe joue bien défensivement, ça l'aide les statistiques des gardiens, ça c'est sûr et certain. Alors ma première ligne, j'y vais avec Jason Robertson, c'est 109 points en 82 matchs l'année passée, que je fais jouer avec Roop Ince, 75 points en 73 matchs, ça fait une coupe de saison que ça va très bien pour ce qui est de Ince, et Joe Pavelski, 39 ans, 77 points en 82 matchs l'année passée. C'est pas le joueur le plus rapide, mais en même temps c'est pas la ligne la plus rapide, point, là, c'est pas une ligne de vitesse, mettons. Fait que il suit le beat, c'est ça qui est l'important, puis c'est un gars qui a énormément de leadership pour ce qui est de Joe Pavelski. Fait que quand tu arrives en séries éliminatoires puis que tu te rends justement jusqu'en finale de conférence, tu as besoin de ce genre de gars-là qui en a vu d'autres, puis de ce genre de gars-là qui garde une bonne attitude. Des fois, on a des doutes là, du côté de Dallas. Il y a eu des histoires, entre autres, avec Jamie Benn puis le propriétaire. Il y a eu des histoires de vie personnelle pour ce qui est de Seguin. Fait que tu sais, des fois, peut-être que le leadership laissait à désirer. Joe Pavelski, non, lui, il n'y a pas d'histoire alentour de lui. C'est un bon leader. Fait qu'en séries éliminatoires, si tu veux te rendre jusqu'aux grands honneurs, c'est le genre de gars que tu veux dans ta formation. Puis si tu sens encore une saison à 39 ans, une saison de 1 point par match, là, my God, il n'est pas épuisable. OK, on a eu au niveau de la deuxième ligne cette fois-ci un renouveau cette année et c'est Jamie Benn. Jamie Benn, 78 points en 82 matchs. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Là. Je sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé de son côté à lui. Je sais pas. Il a retrouvé ses repères, I guess. Mais ça l'a vraiment très très bien été. Jamie Benn, on le connaît bien. C'est pas un joueur très rapide, très physique. C'est un gars qui fonce au net, qui est fatigant aussi. Des fois, il joue pas clean. Mais bon, ça c'est autre chose. Et là, moi, j'ai décidé d'y aller avec Jamie Benn et Tyler Seguin. Un peu plus compliqué pour ce qui est de Tyler Seguin dernièrement. 50 points en 76 matchs pour ce qui est de Seguin. Mais je mets les deux gars qui sont habitués de jouer ensemble parce que pendant des années, ils jouaient tout le temps ensemble, les deux. Je mets les deux gars qui sont des vétérans et qui sont habitués de jouer ensemble, excusez-moi, avec notre jeune Wyatt Johnston. Johnston a eu une saison recrue de 41 points en 82 matchs l'année passée. Ça a été une bonne saison. C'est un espoir qu'on voit comme étant un joueur de centre offensif qui devrait théoriquement être top 6 là, du côté de Dallas, là, si tout va bien. Fait que
c'est un joueur d'avenir que j'entoure avec deux joueurs vétérans, puis deux joueurs vétérans de la place aussi. Là. Jamie Benn, il n'a jamais joué pour d'autres équipes, mais tu sais, Tyler Seguin, ça fait quand même beaucoup d'années qu'il joue avec les Stars de Dallas. Fait que je pense que c'est un bon encadrement pour pouvoir permettre aux jeunes de s'épanouir encore plus. Puis là où ça devient intéressant, c'est que Jamie Benn peut jouer à l'aile et au centre. Tyler Seguin peut jouer à l'aile et au centre. Fait qu'on a des backups, mais on a aussi un gars qu'on a signé sur la troisième ligne, dans mon cas à moi, c'est Matt Duchesne. Matt Duchesne, 56 points en 71 matchs du côté des Prédateurs de Nashville. C'est un gars qui peut jouer au centre comme à l'aile, mais si advienne que besoin il y a, Matt Duchesne, c'est un gars qui peut très bien monter dans ton top 6. C'est un gars qui est essentiellement porté vers l'attaque. C'est sûr que c'est pas le gars le plus solide défensivement, mais en même temps, le reste de l'équipe fonctionne relativement bien défensivement, fait que ça devrait pas être dramatique. Donc, dans le cas de Matt Duchesne, c'est un gars que si blessure il y a, c'est un gars que si contre-performance il y a, il peut monter à l'aile et au centre au niveau de mon top 6. Il n'y aura pas de problème avec ça. Fait que c'est quand même une belle signature qu'on a fait du côté de Dallas pour ce qui est de Matt Duchesne, que j'entoure avec Marchman, 31 points en 68 matchs l'année passée, et notre bon ami Evgeny Dadonov. Alors, du côté de Evgeny Dadonov, on a connu une saison en 2 temps. On se rappelle évidemment qu'il avait commencé sa saison avec le Canadien de Montréal où il y avait un total de 18 points en 50 matchs avec le Canadien de Montréal. Soudainement, quand il est arrivé à Dallas, semble-t-il, il connaît un assistant coach ou quelque chose dans même qu'il l'a déjà connu dans une autre équipe. Ben là, il a changé complètement et il a un total de 15 points en 23 matchs. Vraiment, il a plus d'énergie. Il est plus impliqué aussi. Il fonce au filet. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a de différent. Est-ce que c'est vraiment juste à cause de l'assistant coach qui aime bien? Je ne sais pas. Mais il reste qu'il a vraiment changé son style de jeu. Il est beaucoup plus agressif qu'il était quand il était à Montréal. Ce qui fait que c'est un joueur qui aimerait probablement jouer dans le top 6. Dadonov, évidemment, c'est un gars qui a un bon tir. On le connaît déjà. Alors, bref, ça nous fait quand même un top 3 lignes qui a, selon moi, beaucoup de sens là, du côté des Stars, puis qui peut avoir de la profondeur. Si Dadonov continue comme il a fait à Dallas et non à Montréal, si Duchesne réussit à tourner aux alentours de 50-60 points, on a une bonne troisième ligne ici du côté des Stars de Dallas. En termes de quatrième ligne, là, j'ai hésité quand même longtemps, puisque là, on a un nouveau venu qui est Craig Smith qui nous arrive de Washington. Dans le cas de Craig Smith, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, 34 ans, puis c'est surtout un gars que tu peux facilement faire jouer sur ton quatrième trio. Et là où j'ai eu une petite hésitation, c'est parce qu'on a fait l'acquisition de Sam Steele. Sam Steele, qui lui nous arrive du côté du Minnesota, un joueur de 25 ans dans le cas de Sam Steele, qu'on a connu aussi à Anaheim d'ailleurs. C'est un joueur qui est porté un petit peu plus vers l'attaque, 28 points en 65 matchs l'année passée pour Sam Steele. Idéalement, Sam Steele, je préférais qu'il soit à partir de la troisième ligne et plus, plutôt que d'être, peut-être pas sa première ligne, par exemple, là, mais tu sais, mettons qu'il soit sur la troisième ou la deuxième, plutôt que d'être sur la quatrième. C'est la raison pour laquelle j'ai été avec un joueur de profondeur sur ma ligne de profondeur. Craig Smith, 16 points en 64 matchs l'année passée. C'était du côté de Washington. Par la suite, j'y vais avec Faxa, que lui jouait avec les Stars l'année passée, 20 points en 81 matchs. Un joueur de profondeur. Et Ty Dellandrea, dans son cas à lui, je dirais que c'était un petit peu décevant. Ty Dellandrea, qui était un jeune joueur. Si je ne sais pas erreur, je pense que c'est sa première saison complète à LNH. Mais tu sais, 28 points en 82 matchs, disons qu'il n'a pas épaté la galerie. Encore là, c'est un gars qui peut monter sur ta troisième, puis tout dépendamment comment ça se passe au training camp puis en saison régulière, on a une belle profondeur du côté de Dallas et ça c'est intéressant. En termes de scratch, j'y vais avec Sam Steele que je vous ai déjà parlé et Calm Strom. Ensuite de ça, on va y aller avec les défenseurs. Alors là, on a un bémol du côté des défenseurs qu'il faut mentionner, c'est Akanpa, dis-je bien. Alors, Akanpa, qui devrait peut-être manquer le début de saison, puisqu'il ne devrait pas théoriquement être au camp d'entraînement. Fait que lors de mes lectures, j'ai vu qu'il n'était pas présent pour le training camp, ou qu'il ne devrait pas être présent pour le training camp. Puis ça, c'est dommage. Pourquoi? 25% des paires de défenseurs qui ont été placés sur la glace lors de la saison 2022-23, c'était Akampa qui était avec Esa Lindell. Donc, c'est des gars qui se connaissent très bien et qui sont habitués de jouer ensemble. Puis ça, je trouve ça un peu dommage d'avoir à les séparer. Mais je pense qu'il a manqué 2 ou 4 matchs. Il a manqué des matchs en séries éliminatoires. Puis il y a eu une opération pendant l'été. Fait que c'est ça qui fait qu'on ne sait pas exactement combien de temps sa convalescence va durer. Ça se peut qu'il ne soit pas là pour le début de saison. S'il est là pour le début de saison, là, à Kampa, tu le fais jouer avec Essa Lindell. Ça, il n'y a pas de question à vous poser là-dessus. Ils sont vraiment habitués de jouer ensemble les deux. Fait qu'on continue comme ça. En termes de première part, ben là, j'ai décidé d'y aller avec de l'expérience. Ryan Sutter. 25 points en 82 matchs. Ce n'est plus ses plus belles années pour ce qui est de Sutter. Mais il n'y a pas besoin d'avancer puisqu'il joue avec Miro Heiskanen. Heiskanen, c'est 73 points en 79 matchs l'année passée. Il est capable
capable de patiner, il est capable d'avancer dans le territoire puis de backer. Pas de stress avec ça. Sutter, reste en arrière puis assure-toi d'être fort physiquement puis de bloquer les contre-attaques. Voilà ce qu'il va faire comme job, puis c'est ce qu'il va faire comme job. Bon, Askinen l'année passée a été quand même pas mal utilisé avec Colin Miller, mais Colin Miller il est pas là. Je me rappelle pas exactement où il a signé, je pense que c'est Détroit, mais je suis pas sûr à 100%. En tout cas, bref, il est parti pendant la saison morte, là, Colin Miller. Fait qu'il sera pas de retour. Également, on a perdu aussi John Klimberg du côté de Dallas. Puis Max Domi. Oh, on va le pleurer, Max Domi, c'est sûr et certain. En tout cas, bref. Donc, Eskinen qui a connu une saison vraiment exceptionnelle, c'est vraiment le défenseur numéro 1 de l'organisation. Puis Sutter, je pense qu'il peut jouer en recul avec de l'expérience. C'est un gars qui va pas stresser. Fait que c'est bon pour notre jeune, il a 24 ans, Eskinen. Fait que c'est bon pour notre jeune et sécurisé. Par la suite, en termes de deuxième page, j'y vais avec Essa Lindell, 24 points en 82 matchs l'année passée. Un défenseur qui est bon dans sa zone, que je fais jouer avec le jeune Lundqvist. C'est 16 points en 60 matchs l'année passée. Du côté de Lundqvist, il est âgé de 23 ans. C'est un gars qu'on a connu chez les Rangers de New York, mais c'était pour ainsi dire sa première saison complète. C'était vraiment, puis lui, je vous le dis avec assurance, c'était sa première saison complète dans la LNH pour ce qui est de Lundqvist. Fait que théoriquement, là, il devrait faire probablement toute la saison encore une fois cette année. 16 points en 60 matchs, un peu en dessous de ce qu'on s'attend de lui, donc on pense qu'il peut avoir une meilleure production que ça. Mais pour l'instant, c'est ce qu'il produit. En termes de troisième paire, cette fois-ci, j'ai intégré le jeune Thomas Harley, un défenseur de 22 ans. Il a joué un total de 6 matchs l'année passée dans la LNH pour 2 points. C'est un gars qu'on pense qu'il est NHL ready. C'est un gars qu'on pense qu'il est bon pour faire la saison. Là. Comme je vous ai dit tantôt, là, il a un bon coup de patin. Dans le sens qu'il est mobile. Là, il n'est pas nécessairement très rapide, mais c'est un joueur qui est mobile et qui est capable de jouer physiquement avec une bonne relance. Fait qu'il a sa place dans la LNH. Puis c'est un jeune qu'on peut prendre le temps de former du côté de Dallas. On a des défenseurs qui sont au-dessus de lui, qui sont intéressants. Fait que bref. Et je fais jouer avec le défenseur vétéran Henley, c'est 2 points en 26 matchs l'année passée. Bon, au niveau des gardiens de but, là, on a une structure qui est claire, qui est prédéfinie. Il n'y a pas de questions à se poser. C'est ça, puis c'est tout. Fait que on va y aller tout banalement. Jake Oettinger, c'est 62 matchs l'année passée, 2,37 de moyenne et 919. Bon. Le gardien de but, il est bon. J'y enlève absolument rien. C'est un gardien de but qui est excessivement talentueux. La défensive est bonne aussi du côté de Dallas. Fait que ça, c'est sûr que ça l'aide. Mais avec 62 matchs, il y en a gaulé beaucoup. Fait qu'il aurait pu perdre en termes de force, il aurait pu perdre en termes de morale, il aurait pu, et pourtant non, il s'est maintenu. C'est un gardien de but là, qui a fait écarquiller beaucoup d'yeux dans les séries lors des dernières années. Fait que c'est un gardien de but qui est le gardien de but partant. Et ce, pour plusieurs années du côté de Dallas, 24 ans, à moins qu'il collapse, là, à moins qu'il s'écroule à un moment donné. Mais je ne penserais pas. En tout cas, il ne donne pas l'impression de ça pour l'instant. Fait que c'est vraiment le gardien de but partant du côté des Stars de Dallas. Puis on a un auxiliaire, Scott Wedgwood. De son côté, 21 matchs, 2,72 de moyenne, 915 d'efficacité. Wedgwood, c'est pas un gardien de but exceptionnel. On l'a connu entre autres, je crois qu'il a joué au New Jersey. Assurément, il a joué en Arizona aussi. C'est un gardien de but auxiliaire. Les choses sont à leur place, tout simplement. C'est un gardien de but auxiliaire dans la Ligue nationale. À 21 matchs, il n'y a pas trop de matchs, c'est correct. Donc, il y a des bonnes performances, 915. Et par la suite, en termes de troisième gardien de but, on y va avec le jeune Matt Murray, qui n'est pas le Matt Murray qu'on a connu du côté d'Ottawa, je précise. 25 ans pour ce qui est de Matt Murray. Il a joué un total de 3 matchs dans la Ligue nationale l'année passée, une moyenne de 3,39, 844 d'efficacité. Il a évolué majoritairement dans la Ligue américaine, un total de 34 matchs, 2,37 et 911 d'efficacité. C'est un gars qui a fait ses débuts professionnels l'année passée et qui n'a jamais été repêché. Il a passé au travers du système universitaire américain. Alors, du côté des Stars de Dallas, selon moi, il y a eu quelques pertes, mais rien de dramatique. Il y a eu un ajout intéressant en Matt Duchene. On a une organisation qui est déjà bien balancée, qui est performante offensivement, défensivement, avec un gardien de but de confiance. Puis on a un bon coach. Fait que, pour moi, les Stars de Dallas, l'année prochaine, est une organisation qui est contender pour la Coupe Stanley. C'est une équipe qui veut se rendre jusqu'au Corridors et je pense qu'elle a de très bonnes chances d'y arriver. Alors, c'est ce qui fait que pour moi, l'organisation des Stars de Dallas va finir dans le top de la ligue et même qu'elle va courir pour la Coupe Stanley. D'après vous, est-ce que les Stars de Dallas sont bons pour la Coupe Stanley cette année? Est-ce que d'après vous, ils vont avoir de la misère à se rendre au Corridors? Peut-être même qu'ils vont avoir de la misère à juste se rendre en séries éliminatoires? Eh bien, faites-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas de donner un petit j'aime à la vidéo et de la partager pour qu'on soit un maximum de hockey fans à en jaser. Évidemment, on s'abonne à ma chaîne YouTube et on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour la saison 2023-24 de la LNH. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit très bientôt. Bye bye.